Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps. Aujourd'hui, je reçois une invitée awesome à l'expérience, la passion, l'expertise, vraiment impressionnant, vraiment inspirant. Une femme que j'admire beaucoup. J'étais vraiment honorée quand elle a accepté mon invitation de venir jaser avec moi sur le podcast. Je reçois Dr. Evelyne Borduas-Roy, qui a une très longue liste de chapeaux, de titres de rôle que je vais vous énumérer à l'instant. Donc, Evelyne est diplômée de l'Université de Montréal en médecine familiale depuis 2015 qu'elle exerce au Québec. Elle a dirigé l'ancienne clinique Reversa qu'elle avait elle-même fondée de 2017 à 2023. Reversa qui est un programme qu'elle a relancé avec une équipe multidisciplinaire en 2026. Elle en parle d'ailleurs beaucoup à la fin du podcast et toutes les informations se trouvent via le lien dans la description de celui-ci. Elle est aussi certifiée en médecine de l'obésité. Elle est auteure et co-auteure de plus de 10 livres best-sellers sur la santé métabolique, l'alimentation faible en glucides, le jeûne et incluant des éditions en France aussi. Elle travaille à la clinique CMIE à Saint-Bruno de Montarville et elle est la co-animatrice du podcast hebdomadaire Sentez-vous mieux, santé S-A-N-T-E accent aigu, avec Sophie Rolland, puis j'adore leur podcast, là. Je binge leur épisode depuis que je l'ai découvert. C'est vraiment, vraiment intéressant, avec des sujets très complémentaires aux sujets que j'aborde moi sur le podcast, fait que je vous conseille fortement d'aller écouter ça. Elle a aussi cofondé le sommet virtuel de la santé métabolique, puis elle donne régulièrement des conférences ici et à l'international. Donc, comme je disais, c'est une femme inspirante avec la grande liste longue d'expériences, d'expertise. Et aujourd'hui, on va jaser principalement du diabète. Donc, c'est quoi le diabète? J'ai appris qu'il y avait plus que le diabète type 1, type 2 et qu'il y avait vraiment des grosses différences, entre autres, entre ces deux types-là. On va rentrer plus en profondeur dans le diabète de type 2. Evelyne nous explique c'est quoi le rôle de l'insuline, c'est quoi une résistance à l'insuline, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont diagnostiqués autant au niveau du diabète de type 1 que du diabète de type 2, et ça à l'échelle mondiale. Elle nous parle de l'aspect multifactoriel de ce diagnostic-là, en rentrant bien sûr dans un des très gros facteurs qui est l'alimentation. Donc le fait qu'on mange beaucoup trop souvent, beaucoup trop d'aliments transformés, beaucoup trop d'aliments sucrés, et elle nous donne ses meilleurs trucs pour avoir une meilleure glycémie, une meilleure sensibilité à l'insuline et donc pouvoir prévenir le diabète et même le renverser. Elle nous explique le danger des régimes yo-yo, l'importance de ne pas avoir faim, donc de ne pas faire justement ces méthodes-là trop drastiques. Elle nous parle de sa façon de voir les fameuses collations puis manger trop souvent dans une journée et aussi de l'importance d'aller chercher des bonnes protéines et surtout des protéines animales. On parle aussi de l'importance de la masse musculaire. En tant que kinésiologue, j'étais super contente d'entendre ses propos par rapport à ça. Et de la décision la plus importante à prendre à 50 ans. Tu as 2 choix, tu acceptes ou tu refuses. Elle nous explique à quel point c'est important de prendre en charge sa santé toujours, mais surtout quand on arrive à cette croisée des chemins-là dans la cinquantaine. On fait le lien entre le diabète et l'activité physique, oui, bien sûr, au niveau de la musculation, mais au-delà de ça, une autre chose que j'étais très contente d'entendre, c'est les raisons principales d'utiliser l'exercice. Donc non, de ne pas faire l'exercice pour perdre du poids, c'est plutôt nul, mais plutôt de faire de l'exercice pour plein d'autres raisons, entre autres pour aider dans la prévention du diabète de type 2. Evelyne nous explique aussi c'est quoi les facteurs, ou plutôt les calculs, les chiffres qu'on devrait savoir et demander à notre médecin ou même par nous-mêmes grâce à un capteur de glucose. Donc, par exemple, la glycémie à jeun, ça devrait ressembler à quoi? Notre moyenne du taux de sucre sanguin dans les 3 derniers mois. Pourquoi ces 2 marqueurs-là sont super intéressants? L'importance d'activer notre carnet de santé du Québec, puis comme je disais, d'utiliser un capteur de l'insuline pour, en fait, utiliser ça comme professeur.
puis voir vraiment c'est quoi notre plage optimale de santé métabolique grâce à ce capteur-là pour être dans la prévention sur ce continu-là de prédiabétique vers le diabète. Fait que c'est un épisode que vous allez réécouter, prendre des notes, écouter attentivement, appliquer ce qu'Evelyne vous dit, c'est super, bien sûr, pertinent. Et à la fin de notre épisode, elle nous parle bien sûr de leur programme Reversa, c'est quoi leur mission, c'est pour qui ce programme-là, qu'est-ce que ça inclut. Elle nous présente son équipe multidisciplinaire. Moi, c'est le genre de programme auquel j'aurais adoré participer en tant que kinésiologue. Donc, je vous conseille fortement d'aller chercher plus d'informations et de rejoindre leur prochaine cohorte. C'est vraiment game changer là, pour ce qui est de votre santé globale, votre santé métabolique. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation awesome, riche d'informations que j'ai eue avec Dr. Evelyne Bourdua-Roy. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Je suis vraiment honorée de recevoir une invitée awesome pour notre conversation d'aujourd'hui, Dr. Evelyne Bourdua-Roy. Bienvenue sur le podcast, Evelyne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Allô, allô. Hey, c'est moi qui te remercie. Merci pour l'invitation. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Donc, j'en ai jasé en intro, mais c'est ça, Evelyne, tu es médecin de famille, tu as écrit de nombreux livres. On voit derrière toi là, tes livres sur plein de sujets en lien avec la santé, en lien avec le diabète, en lien avec l'obésité, en lien avec le jeûne, tous des sujets que moi j'adore. Donc aujourd'hui, on va décortiquer tout ça et on va parler aussi du programme Reversa que tu as relancé dernièrement, qui aide en fait à, tu pourras nous le dire, mais à aider les gens à, entre autres, renverser le diabète, l'obésité, tous ces problèmes métaboliques-là qu'on entend de plus en plus souvent. Donc aujourd'hui, on est là, puis on a la grande chance de recevoir ton expertise, ta passion. Fait qu'encore une fois, merci d'être là. Puis j'ai envie de commencer avec ça, en fait. C'est quoi le diabète? C'est un mot qu'on entend souvent, hein? Puis il y a des gens qui se font faire justement leurs tests, qui sont prédiabétiques, diabète. Mais c'est quoi le diabète? En fait, le vrai nom, c'est diabète mellitus, qui veut dire en fait du miel qui passe à travers le corps, donc du sucre qui se retrouve dans l'urine. Et ça, c'est vrai pour presque tous les différents types de diabète, parce que bien sûr, le diabète, on l'appelle comme ça, mais c'est plusieurs entités. On peut penser par exemple au diabète de type 1, qui est complètement différent du diabète de type 2. Il y a le diabète gestationnel aussi, il y a le diabète insipide, il y a des diabètes génétiques, il y a des diabètes qui sont causés par les habitudes de vie, mais tout ça, ça s'appelle diabète. Et donc, c'est une maladie qui a été caractérisée longtemps et qui l'est encore par une présence de trop de molécules de glucose dans la circulation sanguine et éventuellement dans l'urine. Là, c'est jadis à l'époque, on ne pouvait pas vérifier dans le sang, donc on vérifiait, les médecins goûtaient l'urine. Dieu merci, cette époque est révolue. Tous les types de diabète, en fait, ou presque, ce sont des maladies dans lesquelles il y a trop de glucose dans le sang. Maintenant, la cause de pourquoi il y a trop de glucose dans le sang varie selon le type de diabète, en fait. OK. Bon, ben, je suis contente qu'on a sauté dans le vif du sujet rapidement parce que j'ai déjà appris plein de choses dans les dernières minutes. Parce que c'est ça, je pense que quand les gens parlent de diabète, ben, on associe souvent ça au diabète de type 2. Oui, Tu sais? mais Donc, avec raison, parce que c'est la majorité des gens sur la planète qui ont le diabète de type 2. OK. Le diabète de type 1, si on veut bien les comprendre, là, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui entraîne la destruction des cellules bêta, les cellules dans le pancréas qui sont responsables de produire l'insuline. C'est une maladie auto-immune qui, jadis, survenait pratiquement exclusivement dans l'enfance. Et avant l'invention de l'insuline dans les années 20-21, ces enfants-là mouraient parce que Mm. l'insuline, c'est une hormone qui est absolument essentielle à la vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a multiples rôles dans le corps, mais un de ses rôles, probablement le plus connu, c'est de cogner à la porte des cellules du corps et de dire aux cellules, hey, il y a du sucre dans la circulation sanguine, puis toi, tu as l'air d'avoir besoin d'énergie, fait qu'ouvre-toi, prends du glucose dans le sang, puis fais de l'énergie avec ça. Fait que Mm. pour qu'une cellule puisse prendre du glucose et faire de l'énergie, dans la majorité des cas, mais pas dans tous, mais principalement, là, pour simplifier, il faut qu'il y ait de l'insuline. Imaginez l'insuline comme une clé qui va aller débarrer la porte, qui va faire que la porte va s'ouvrir, puis là, le glucose peut enfin rentrer. Fait que ça prend de l'insuline pour rester en vie.
Ça, c'est le diabète de type 1. Maintenant, il y a de plus en plus d'adultes qui se font diagnostiquer. Jusqu'à un tiers des nouveaux cas de diabète de type 1, ce sont des adultes. Et OK. puis, bien sûr, maintenant, puisqu'on a l'insuline, ben, ces enfants-là ne meurent pas, deviennent des adultes qui ont encore le même problème. Et ça, c'est avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de remède. On n'a pas encore réussi à greffer tu sais, de manière dans des études, ils sont en train de le faire, là, mais on n'a pas réussi à greffer des pancréas aux diabétiques de type 1 pour que le pancréas, qu'il y ait un Passe nouveau sa job, pancréas là. qui refasse. Oui, c'est ça, qui fasse de l'insuline. Donc, pour l'instant, actuellement, les diabétiques de type 1 doivent s'injecter plusieurs fois par jour différents types d'insuline. Ça, c'est OK. les types 1. C'est vrai qu'ils ont trop de glucose dans le sang, mais la racine du problème, c'est une maladie auto-immune. Alors que les types 2, ils ont trop de glucose dans le sang, mais la racine du problème n'est pas une maladie auto-immune. La racine Hmm. du problème, c'est les habitudes de vie qui ont entraîné le développement sur plusieurs années, même plusieurs décennies, qui ont entraîné une surproduction constante d'insuline. Donc, on est dans l'hyper-insulinémie. Il y a trop d'insuline. Mhm. Et ça entraîne de la résistance à l'insuline. Donc, Ouais. l'insuline, il y en a trop tout le temps, il y en a trop en quantité, il y en a trop en fréquence. Et quand l'insuline vient cogner à la porte des cellules, ben, les cellules écoutent moins ou écoutent pas du tout le signal de l'insuline qui dit ouvre-toi, prends du glucose de la circulation, tu vois bien qu'il y en a beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'on développe de l'hyperinsulinémie? Et ça, c'est la partie qui est intéressante. Ça vient d'où de produire? Est-ce que c'est le pancréas qui s'est déréglé comme ça puis qui fait du gros n'importe quoi? Non, c'est les habitudes de vie en Hmm. particulier, mais pas seulement, en particulier l'alimentation. Ouais. Alors, si dans notre alimentation, il y a trop de glucides, il y a trop de sucre, il y a trop de desserts, il y a trop de produits transformés, il y a trop de pain, pâtes, patates, riz, fruits, jus, liqueurs, desserts, sirop d'érable, miel, croissant, tarte au sucre, name là, s'il y a Mhm. trop d'aliments qui, quand on les ingère et qu'on les digère, se transforment en molécules de glucose, eh bien, le pancréas n'a pas le choix. Il doit sécréter proportionnellement une quantité adéquate d'insuline pour essayer de gérer la situation. Le corps n'est pas Mhm. fou. Il sait que quand il y a trop de glucose dans la circulation sanguine, c'est vraiment dangereux. Donc, Ouais. c'est la job du pancréas de garder les choses à l'équilibre. Il n'y a pas que l'alimentation, mais ça, c'est comme le gros pilier. Et donc, le diabète de type 2, c'est un état d'hyperglycémie, trop de sucre, Mhm. d'hyperinsulinémie, trop d'insuline. Et ça entraîne de la dysfonction et un mauvais fonctionnement de la mécanique à l'intérieur. Malheureusement, ça s'appelle diabète, comme le diabète de type 1, mais ça ne devrait pas s'appeler diabète parce que ça nous fait penser que c'est assez similaire puis que ça Hmm. devrait se traiter de la même façon. Or, le traitement, selon moi, devrait être diamétralement opposé. C'est deux entités complètement différentes. Hmm. C'est vraiment intéressant. Puis, je pense que la réponse est dans la question, mais pourquoi il y a de plus en plus de gens, qui ont du diabète de type 1, puis que, comme tu dis, il y a de plus en plus d'adultes qui se font diagnostiquer. Donc, j'imagine qu'il y a plus de gens maintenant qui ont des maladies auto-immunes aussi. Puis, même question, tu sais, puis encore une fois, la réponse est un peu dans la question, bon, on a des mauvaises habitudes de vie, surtout l'alimentation. Il y a tellement une hyper abondance de ce genre d'aliments-là sucrés. Puis moi, quand on parle d'habitude de vie, ben c'est mon dada, là. C'est ce sur quoi je coach depuis tellement longtemps. Donc, tu parles exactement mon langage, tu sais. Fait que dans ces deux cas-là, pourquoi s'il y en a de plus en plus de gens qui sont diagnostiqués avec diabète de type 1 et ensuite avec diabète de type 2? Diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, puis on n'est pas exactement certain de toutes les causes. Mais on voit une recrudescence. En fait, on voit une nette augmentation de la prévalence de toutes les maladies auto-immunes. Il C'est y en a ça. de plus en plus. Et dans les maladies auto-immunes, c'est plus difficile de dire, ah, dans le cas de tel patient, telle personne, c'est telle affaire qui est arrivée. Tu sais, ça peut Mhm. être une mononucléose, ça peut être un Epstein-Barr, une COVID, etc. Mais ça peut être d'autres affaires aussi. Il y a quelque chose qui a déréglé le système immunitaire, puis celui-ci est parti en fou. Il a pensé que les cellules bêta du pancréas étaient l'ennemi numéro un. Il a formé une armée spéciale, une SWAT team Ouais. dédiée Pour à attaquer, s'attaquer, c'est ça. oui, à ces cellules-là. Puis quand on fait une première maladie auto-immune, on est à risque d'en faire une deuxième, une troisième. Hmm. Fait qu'il y a OK. quelque chose qui se dérègle puis qui se stabilise pas nécessairement dans un corps humain. Fait que ça, c'est type 1. Puis y a-t-il une Type 2. différence entre femmes et hommes?
Y a-tu plus de femmes, plus d'hommes? C'est-tu pas mal égal? Parce que je sais que, tu sais, j'avais entendu, j'avais lu aussi au niveau des maladies auto-immunes de façon générale, plus de femmes étaient affectées par les maladies auto-immunes. Est-ce qu'on a des données pour le diabète de type 1 spécifiquement? Ah, c'est une bonne question. Je pourrais pas dire, j'ai pas la notion que c'est différent homme-femme, mais pour d'autres maladies auto-immunes comme l'hypothyroïdie d'Hashimoto, ah, ça c'est clairement Ouais. dominé par les femmes, là, mais de loin. OK. Puis le type 2, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de diabète de type 2? Puis là, on peut penser, ah, ben ça doit être une maladie des pays riches, là, dans le fond, parce qu'on a de la surabondance de nourriture. Puis c'est comme la première fois dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, où pour la majorité d'entre nous, on est plus dans surabondance, excès, difficulté de dire non puis de Mhm. refuser que dans la famine, dans C'est ça. la pénurie, la disette, les temps de jeûne obligatoires parce qu'il n'y avait plus assez de nourriture pour tout le monde. On est vraiment rendu dans l'excès. Mais en réalité, c'est pas un problème de pays riches, c'est vraiment mondial et ça affecte énormément les pays pauvres, mais de manière catastrophique parce que les pays pauvres aussi, ils ont accès à de la malbouffe, à de la junk, à des produits transformés. Il y a des endroits dans le monde où ça coûte moins cher boire de la liqueur que d'acheter du lait ou de l'eau pour Absolument. son enfant. Mhm. Ça entraîne toutes sortes de problèmes comme ça qui font, puis dans les pays pauvres, ben, ils n'ont pas nécessairement accès à des médicaments pour au moins faire baisser le taux de sucre. Donc, les complications du diabète, hein, tout ce qui est, par exemple, on pense à cécité, on pense infarctus du myocarde, on peut penser gangrène, amputation, insuffisance rénale, démence aussi. Tous ces problèmes-là vont s'installer beaucoup plus rapidement chez les individus qui n'ont pas accès à des médicaments. Mhm. Sauf que les médicaments, dans le fond, bon, on va y arriver, mais les médicaments, ça contrôle la Ouais. situation, ça ne règle rien à la Mhm. racine. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de diabète de type 2? Bien, parce qu'il y a de plus en plus de nourriture transformée, mais vraiment, elle est moins chère aussi. C'est plus Ouais. facile, c'est dans les emballages, ça se trouve partout, 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 partout. Les restaurants de malbouffe, de junk, ils coûtent moins cher que acheter une belle épicerie puis cuisiner soi-même. Ça prend moins de temps, tout le monde est plus pressé. On est plus sédentaire aussi, on est plus stressé, on dort moins, il y a plus de polluants dans l'environnement. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de Mhm. facteurs qui contribuent à ça. On peut pas juste dire ben, parce que les gens mangent mal. C'est pas Ouais. simple comme ça. Comme toute chose, Non. comme l'obésité aussi, c'est pas unifactoriel, c'est multifactoriel. Mhm. Absolument. Puis, je pense qu'on est relativement sensibilisé au fait qu'effectivement, manger du sucre en abondance, manger du junk food plusieurs fois par semaine, ben c'est pas bon pour notre santé. Et ça reste très difficile pour beaucoup de gens, puis moi je le vois beaucoup, beaucoup dans ma pratique, là, ça reste vraiment difficile pour les gens de changer ces habitudes-là. Parce que même si tu le sais consciemment que tu devrais peut-être pas manger X, Y, Z, ben l'habitude est là. L'addiction, même des fois, ça devient une addiction. Moi, personnellement, j'ai des troubles alimentaires dans ma début vingtaine et c'était rendu aussi un peu une addiction. Il y avait un côté très, très émotionnel avec la nourriture. C'est pas simple, comme tu dis, de changer nos habitudes puis de mieux manger ou de faire les choix conscients, entre autres à cause de l'accessibilité, à cause du budget, etc. C'est quoi deux, trois trucs qu'on peut déjà commencer à mettre en place dans notre quotidien pour améliorer notre alimentation? Si ça fait plusieurs fois qu'on essaie de le couper, le maudit sucre, puis de manger moins au restaurant, mais c'est très, très difficile à changer comme habitude. Bien, première des choses, je pense que d'essayer de faire tout parfait, ça nous met beaucoup de pression, puis ça fait Mhm. qu'on va flancher parce que la vie est jamais parfaite, parce qu'il y a des meetings, on est invité, il y a des sorties, il y a des événements, il y a des mariages, c'est Noël. On peut pas tout le temps faire tout parfait. Et donc, il faut pas être dans le noir ou blanc. Ou bien je Ouais. le fais à 100%, ou bien je lâche, là, je me décourage, j'abandonne. Ça amène à beaucoup de yo-yo, beaucoup de Mhm. rechutes. Deuxièmement, si on cherche des trucs pratico-pratiques pour dire, ben par où je commence, là, Ouais. on entend tout et son contraire hein, dans les médias sociaux. Moi, j'ai une opinion particulière sur qu'est-ce qu'un humain devrait manger. T'as la tienne. En fait, tout le monde a quasiment Mhm. son opinion. Puis il y a beaucoup de gens aussi, je trouve, dans les médias sociaux, qui prennent beaucoup de place, qui parlent fort, mais qui n'ont pas nécessairement des connaissances. Ce qui fait qu'on entend tout et son contraire. Puis on entend tout et son contraire même de grands experts de renom qui ont juste Ouais. une vision différente des choses. C'est deux personnes qu'on respecte énormément, puis là, ils se mettent à parler de nourriture, puis ils disent des choses opposées. Puis là, tu te dis, mais là, qu'est-ce qui est quoi? Tu sais? Fait que Mhm. ce que moi, j'aime dire à mes patients, c'est il faut tester qu'est-ce qui fonctionne pour soi-même et pas être dans les dogmes, les idées, je devrais manger.
comme X, Y, Z parce que ça a l'air que c'est bon pour la santé. Mhm. Mais il faut l'essayer puis voir est-ce que je m'améliore, est-ce que je me sens mieux, est-ce que j'ai plus de clarté mentale, est-ce que mon poids se maintient ou je perds du poids, est-ce que mes marqueurs métaboliques, comme par exemple mon bilan de cholestérol, mon taux de sucre dans le sang, mon taux d'insuline dans le sang, mon foie, est-ce que tout ça, ça va dans la bonne direction ou pas? Puis pas rester coincé dans les idées de, mettons, ah, la viande, c'est mauvais. Hey, ça, là, ça sert à rien d'avoir des idées comme ça ah, j'ai entendu dire que la viande, ça donnait le cancer, fait que j'en mange plus. Attends, Mm. toi, est-ce que ça t'allait? Est-ce que ça fonctionnait? Ou est-ce que depuis que t'en manges plus, ça va pire? Mais C'est il ça. faut évaluer ça. L'autre, si, dans le pratico-pratique, là, je dirais aux gens de manger le moins possible de produits transformés si ça vient dans un sac, si ça vient dans un emballage, puis qu'il y a plein d'ingrédients, surtout des ingrédients qu'on ne reconnaît pas, c'est mieux de ne pas en manger. Puis vous le savez que si vous n'achetez et que vous mettez ça dans votre garde-manger, ils vont vous appeler. C'est Ils ça. vont vous dire, oh, Evelyne, me semble que ça serait bon, telle affaire. Me semble que tu le mérites. Oh, tu as eu une grosse journée, là. Me semble une bouchée, un petit XY. Ça serait correct. Tu sais, notre cerveau, là, tu parlais d'addiction, là, de dépendance tout à l'heure. Notre cerveau, là, il sait exactement quoi nous dire Mhm. pour qu'on se dise, ah ouais, et puis qu'il nous fasse flancher, dans le fond. Fait que première des choses, ne pas en avoir, ne pas en acheter, ne pas en avoir à la maison. Puis si on habite avec quelqu'un qui est accro puis qui a tout le temps de la junk, mais on peut essayer de dire, ben ça, mets ça dans une boîte hors de ma vue, garde ça ailleurs pour que je sois pas constamment exposée. Parce que quand on voit, puis ça, c'est un des problèmes de notre société, partout où on va, sur l'autoroute, il y a plein de panneaux publicitaires de malbouffe. On Mhm. écoute la télé, bombardé de publicité de junk. On est au travail, quelqu'un amène une grosse boîte de Timbits, là, puis laisse Mhm. ça à la vue de tout le monde dans la cafétéria. Puis là, à un moment donné, on est des humains aussi. Puis quand on est Ouais. stressé, quand on est fatigué, puis quand on veut juste être comme tout le monde ou quand on veut se faire plaisir, ben bien sûr qu'on a envie de goûter, d'en manger, puis même si c'est pas aligné sur nos objectifs de vie. Donc, essayez d'être visuellement le moins exposé possible. Essayez de manger le moins de produits transformés possible. Mhm. Autre chose, essayez de manger, de ne pas manger de collation. On est Mm. habitué, hein, ça fait des décennies qu'on nous dit plusieurs petits repas par jour activent le métabolisme. C'est vrai, mais ça active le métabolisme du stockage des graisses. Parce qu'à chaque fois qu'on mange, on sécrète de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Quand il y a de l'insuline en circulation, l'insuline a dit, ouh, c'est l'abondance. On Mhm. doit être l'été, fin de l'été, début de l'automne. L'hiver s'en vient. C'est Donc, ça. c'est le temps de stocker. Tu sais, on est issu de l'évolution. On n'a jamais eu autant d'abondance, puis on n'a jamais eu de sucre en abondance. Quand est-ce qu'il y a du Mhm. sucre en abondance dans la nature? L'été, l'automne, Ouais. juste avant l'hiver. Fait que c'est correct d'en manger l'été, l'automne le plus possible, puis de se faire des petites réserves de graisse, puis d'avoir un petit foie gras peut-être, si on passe à travers un hiver rigoureux où il n'y a aucun sucre, à part quelques racines qu'on aurait mis dans le caveau, tu sais. Mhm. Mais on n'a pas jamais dans l'histoire de l'humanité eu accès à du sucre comme ça chaque jour, tous les jours. Fait que notre corps, il n'est pas adapté à ça. Donc, l'insuline, elle va faire sa job. On mange des collations, puis les collations, on s'entend, là, il y a des gens qui mangent pas nécessairement un petit morceau de saumon avec quelques feuilles C'est ça. d'épinards comme collation au travail, là. Tu sais, on est plus dans le Mhm. muffin, la bar tendre, un fruit, un yogourt Des petits au petit fruit. craquelins. Des petits Ouais. craquelins, exactement. Donc, tout ça va se transformer en molécules de glucose dans le sang, va nécessiter l'action de l'insuline. L'insuline débarque, elle dit, oh, 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 de l'énergie. Ben, parfait. Aujourd'hui, actuellement, on rentre en mode stockage. Et le corps, il peut pas peser sur le frein puis peser sur l'accélérateur en même temps. Fait que s'il est en mode stockage, il y a interdiction absolue de brûler. La lipolyse est inhibée quand il y a sécrétion d'insuline. Donc, on peut pas être en train de manger, en train de stocker et en train, tu sais, on a fait du gym, on a fait de la zone 2 aujourd'hui, on est bonne, on a mangé de la salade, tu sais. Bon, les limites, là, je te Mhm. sers les mythes, et brûler de la graisse en même temps, parce que ce sont deux actions contraires dans un corps humain. Et ça, c'est régulé par les hormones. C'est Mhm. régulé, entre autres, par l'insuline. Donc, s'il y a plein d'insuline dans le corps, le signal est clair et fort, on stocke des graisses à calories égales.
mettons, toi puis ta sœur jumelle, là, vous avez la même ADN, mais toi, pour toutes sortes de raisons, tu es devenue résistante à l'insuline, puis pas ta sœur jumelle. Vous allez manger 500 calories, les deux pareils. Vous avez le même métabolisme, a priori, le même corps, la même génétique, mais toi, tu vas stocker des graisses parce que tu vas avoir un fort message de l'insuline qui dit on stocke des graisses. C'est qu'à calories égales, quand on est résistant à l'insuline, quand on est en état chronique d'hyperinsulinémie, on est tout le temps en train de stocker des graisses. Puis donc, on grossit super vite, puis c'est vraiment difficile de perdre une livre ou deux. Là, il faut travailler fort en tabarnouche. Souvent, Hmm. là, ça signe une résistance à l'insuline qui n'est pas nécessairement connue. Fait que les collations, ça entretient le stockage des graisses, la mécanique de faire de l'insuline, de faire trop d'insuline, de faire de la résistance à l'insuline. Donc, Mhm. coupez les collations. Puis si vous me dites, hey, mais moi, j'ai bien trop faim entre les repas, je suis jamais capable de couper mes collations, rajoutez des protéines à vos repas. Les protéines, c'est le macronutriment qui entraîne le plus de satiété. Donc, si vous avez faim entre les repas, il manque de protéines a priori. À vos repas, vos déjeuners, là, vous devriez manger plusieurs œufs, 3, 4, 5, selon votre grandeur, votre grosseur, votre activité physique. Pas un œuf, pas une toast à la confiture. Ça va soutenir personne. Mhm. Donc, évitez de manger des collations. Évitez de manger tard aussi le soir. Fait que là, pour l'instant, là, on n'a rien changé dans la composition de nos repas puis dans C'est nos ça. choix, mais on peut, tu sais, changer certaines habitudes qui vont avoir un impact significatif. Pas manger le soir, pas grignoter le soir. Le soir, là, ça s'en va direct dans les réserves. On n'a aucunement le temps de gérer cette énergie-là qui rentre. Et ça nous fait dormir moins bien, moins de bon sommeil profond réparateur. Et si on dort pas bien, bien ça aussi, ça enclenche les rages de bouffe, les désirs, Mhm. l'envie, la recherche du sucre, la recherche du... On cherche à activer notre circuit de la récompense quand on dort pas bien. Donc, ça serait des petits trucs pratico-pratiques que tout le monde peut mettre en place dès maintenant sans même changer le contenu C'est des ça. assiettes. Mais évidemment, changer le contenu des assiettes, c'est aussi une approche qui est extrêmement puissante. Mhm, absolument. On a parlé, tu sais, de justement sucre, junk food, tu sais, des choses à graduellement, potentiellement éliminer au complet notre alimentation pour nous aider avec justement prévention du diabète, résistance à l'insuline. T'as-tu des aliments genre chouchou que t'adores intégrer dans une alimentation qui est saine, qui peut nous aider justement ou des catégories d'aliments que, tu sais, plus on en mange, mais plus on se donne, tu sais, des bonnes chances d'être en santé globale optimale puis de prévenir le diabète? En toute honnêteté, là, moi, je parle de ça avec mes patients depuis 2016 et je fais des prises de sang quand même assez sérieuses pour voir ce qu'on a changé, qu'est-ce que ça donne dans le métabolisme, qu'est-ce que ça donne au niveau de tu sais, de l'énergie, clarté mentale, le poids sur la balance, le tour de taille, mais qu'est-ce que ça change avec tous les marqueurs sanguins de la santé métabolique. Et donc, ce que je vais te dire là, c'est basé sur des milliers de patients et des milliers de prises de sang. Je veux pas dire que j'ai la vérité absolue, personne ne l'a. Puis on peut juste parler en général, les gens ils sont pas nécessairement dans la moyenne des ours, fait qu'il faut individualiser et personnaliser. Mais si on y va de manière très, très générale, ce qui semble fonctionner le mieux pour la majorité des gens, c'est de manger des quantités vraiment adéquates de protéines, préférentiellement d'origine animale parce que les protéines d'origine végétale viennent aussi avec beaucoup de glucides qui, Mhm. dans la digestion, vont se transformer en molécules de glucose. Et il y a beaucoup de personnes maintenant de nos jours. C'était différent avant, mais au Québec, maintenant en 2026, la majorité des gens ont de la résistance à l'insuline et donc n'ont pas une grosse marge de manœuvre pour ingérer beaucoup de molécules de glucose. Et les légumineuses, par exemple, contiennent vraiment beaucoup de molécules de glucose, contiennent aussi des fibres, des vitamines, des minéraux. C'est pas un mauvais aliment en soi, mais il faut avoir de la place dans son métabolisme pour être capable de les ingérer, de bien les utiliser et de ne pas sécréter trop d'insuline. Aussi, les protéines d'origine végétale sont un peu moins biodisponibles et elles sont moins complètes. Donc, on n'a pas tous les acides aminés essentiels qui sont essentiels au corps humain. Il faut savoir faire les bonnes combinaisons. C'est pas tout le monde qui sait faire les bonnes combinaisons. Et le corps a plus de difficultés à aller chercher les nutriments à l'intérieur des protéines végétales, donc entre autres les acides aminés et en particulier les acides aminés essentiels. C'est plus difficile. C'est pas infaisable.
C'est plus difficile pour le corps. Et donc, il y a un peu plus de risque d'avoir des carences du côté des acides aminés, tout en ayant une surcharge de molécules de glucose. Ça, c'est hyper impopulaire à dire. On se fait, si on le dit publiquement, ça, alors que c'est vraiment purement scientifique, si on dit ça publiquement, c'est sûr qu'on se fait pitcher vraiment plein de tomates et autres, parce que c'est depuis plusieurs années, la viande a vraiment mauvaise presse, les produits animaliers ont mauvaise presse, Mm. et puis on ne sait même plus pourquoi c'est mauvais la viande, mais on a comme une notion que c'est mauvais la viande, vaudra mieux que tout le monde devienne végétalien ou végétarien. Et ça peut faire des catastrophes métaboliques. Toutefois, il y en a des gens qui mangent végétalien ou végétarien, qui ont une excellente santé métabolique, qui arrivent à bien combiner, à avoir tous les acides aminés essentiels, que ça fonctionne pour eux. Mais moi, dans ma clientèle, dans ma patientèle, c'est vraiment l'infime minorité Mhm. de ces gens-là qui réussissent à maintenir une très belle santé métabolique avec cette méthode-là. Donc, les protéines, particulièrement d'origine animale, il ne faut pas en manquer, il faut en avoir à tous les repas. C'est ce qui va nous permettre de sécréter le plus d'hormones de satiété. La leptine, peptide YY, CKK, bon, tout ce qui, dans notre corps, envoie des signaux chimiques ou mécaniques de Hey, je suis rassasié, j'ai assez mangé, je suis repu, je suis correct pour les 3, 4, 5, 6 prochaines heures. Fait que les protéines, c'est crucial, c'est fondamental. Si on a faim, on va flancher. On est Mhm. des humains, puis le signal de faim, c'est très fort comme dans notre cerveau pour la survie. Donc, Ouais. si on a faim, on va flancher. Puis si en plus Ginette, elle a fait, je sais pas moi, des brioches à la cannelle avec du petit coulis, là, puis là, ça c'est tes préférés, puis tu meurs de faim, c'est sûr que ça se peut que ton cerveau te sorte un très bon argument convaincant, puis que tu apprennes la brioche à la cannelle, là. Fait qu'il faut Mhm. pas avoir faim. Faut pas entretenir la faim. Faut pas faire des régimes hypocaloriques drastiques. On peut se donner un petit déficit de calories si on se rend compte qu'on est tout le temps dans l'excès, qu'on est un petit peu hyperphage, qu'on mange un peu ses émotions, qu'on mange pas pour se nourrir, mais pour toutes sortes d'autres raisons, hein, pour gérer le Mhm. stress, pour gérer le plaisir, pour gérer le bonheur, pour gérer la peine, la tristesse, la colère. Dans ce temps-là, on n'écoute pas nos signaux de satiété, puis donc ça se peut qu'on soit dans l'excès énergique régulièrement. La toxicité énergétique, c'est pas bon. Fait qu'on peut se faire un petit déficit relatif comparé à de l'excès, mais si on tombe dans un régime hypocalorique comme Weight Watchers et compagnie, là, tous les régimes drastiques, draconiens, pendant lesquels tu manges ben de la laitue iceberg puis des bâtonnets de céleri, là, mais ça va être contre-productif, en fait. Puis la littérature est claire là-dessus. Ça marche jamais. Ça marche à court Mhm. terme, mais ça marche pas à moyen long terme. Les gens reprennent pratiquement toujours les livres perdus et, tu sais, 5, 10, 15 de plus à chaque fois, à chaque yo-yo, là, dans le Ouais. fond. Et surtout quand on fait des régimes hypocaloriques drastiques, on perd une bonne partie de notre masse musculaire, un peu comme quand on se pique à l'Ozempic. Et donc ça ralentit le métabolisme basal, hein, je suis sûre que tu en parles régulièrement, mais c'est la quantité d'énergie dont on a besoin pour juste exister, là. Juste le cœur qui bat, la chaleur, la respiration, juste exister. Et Mhm. plus on a de la masse musculaire sur le corps, plus le métabolisme basal est élevé. Et plus on fait des régimes amaigrissants, hypocaloriques drastiques, plus on est sédentaire, plus on fait pas de musculation en particulier, ben, plus le métabolisme basal il diminue avec les années, en particulier périménopause, ménopause. Hey, ça, c'est violent. La Ouais. chute du métabolisme basal, la perte de muscle, la perte d'os, là, c'est vraiment, on embarque dans le TGV là, à partir de la périménopause si on ne fait rien. Ouais, non, je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu viens de dire. Puis je pense que les gens aussi ont tendance à mettre tout dans le même bateau. Tu sais, genre, toutes les viandes sont dans le même bateau. Fait que genre, Ouais. ton bacon ou comme ta saucisse transformée, process, avec plein d'aliments chimiques rajoutés dedans, ben, on met ça dans la même catégorie qu'un bœuf, tu sais, nourri à l'herbe qui a été bien traité, tu sais. Donc, non, il y a beaucoup plus de nuances là-dedans. Donc, j'adore que tu apportes ce point-là. Et c'est drôle parce que cette semaine, j'ai lancé justement un nouveau programme qui s'appelle la méthode Femme forte, justement pour, encore une fois, défaire des mythes sur la musculation, puis encourager, moi je travaille surtout avec les femmes, là, encourager les femmes à faire de la musculation avec une surcharge progressive dans des paramètres efficaces pour, entre autres, anticiper la chute drastique qui arrive avec la préménopause, ménopause, pour aider la longévité et bref, tous les bons bénéfices qu'on connaît de faire de la musculation. Donc,
C'est ça, t'as pas le choix, j'ai envie de dire. Chaque humain devrait faire de la muscu, là, mais dans ces Oui. périodes-là critiques, là, t'as pas le choix, en fait, pour Ah, tu justement dois. contrer, Oui. compenser ce qui Tout se à passe, fait. tu sais. C'est les REER. Les muscles, là, c'est les REER. Tu veux bien vieillir, tu veux être autonome, tu veux rester chez vous jusqu'à la fin, tu veux lever tes propres sacs d'épicerie, tu veux te lever de par terre par toi-même, puis vaquer à tes occupations, puis avoir de l'énergie, de la vitalité, du pep, là. Ben, Mhm. c'est aujourd'hui que tu dois investir dans ta masse musculaire parce que si Ouais. tu ne le fais pas, il n'y en a pas de possibilité que tu sois pleine de vitalité, d'autonomie, puis tout ça, puis que tu vives chez toi, ça va aller en dégringolant. Puis surtout Mhm. si tu ne t'intéresses pas à remplacer tes hormones, à bien dormir, à gérer ton stress, tu sais, à améliorer tes habitudes de vie, parce que nous, Ouais. les femmes, on perd nos hormones à périménopause, ménopause, pas les gars. Les gars, la testo, elle baisse, mais tranquillement, pas vite. C'est ça. Tranquillement, pas vite. Donc, ils maintiennent leur masse musculaire beaucoup plus que nous, maintiennent leur densité osseuse beaucoup plus que nous, puis tous les autres avantages d'avoir des hormones sexuelles qui fonctionnent bien. Alors, Mhm. t'as raison. En fait, tout le monde a le choix, bien sûr. Ouais. Et moi, ce que j'aime mes patientes, c'est que autour de la cinquantaine, là, hommes ou femmes, mais en particulier les femmes, là, on a une décision à prendre. Il y a deux chemins. On est à la, La croisée des on est chemins. exactement, on est à la croisée des chemins. Il y a que deux chemins possibles. Soit je fais rien et j'accepte la maladie, les pilules, la perte d'autonomie graduelle, la fragilité, la douleur chronique, le brouillard mental. J'accepte d'aller de pire en pire puis de perdre qui j'étais comme personne quand Hmm. j'étais jeune, tu sais. Soit j'accepte ça, ou soit je choisis de refuser ça, puis chaque jour, tous les jours, de cheminer dans la direction d'une meilleure version de moi-même. Il n'y a pas d'intermédiaire. Fait que si tu choisis pas de prendre soin de ton alimentation, de tes habitudes de vie, augmenter ta masse musculaire, augmenter ta densité osseuse. Si tu choisis pas cette voie-là par défaut, tu Ouais. choisis la voie de la maladie. C'était pas comme Mhm. ça avant, c'est comme ça de nos jours. Parce que Ouais. par défaut, la bouffe est trop disponible, elle est toute transformée, elle goûte bon, on n'a pas besoin de bouger, on peut être full sédentaire dans notre vie de tous les jours, il y a des pilules pour toutes. Fait que la vie par défaut au Québec en 2026, c'est une vie qui mène à la maladie. Il faut Hmm. choisir la santé, puis rechoisir chaque jour, tous les jours, puis l'incarner. J'adore, 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 j'adore. C'est quoi le lien entre le diabète, la prévention, l'insuline et l'activité physique? On entend que la musculation, bien sûr, nous aide avec tout ça, donc j'imagine aussi avec notre contrôle d'insuline. On entend, hein, après avoir mangé un repas, aller marcher 10 minutes, ça va vous aider à avoir un moins gros pic d'insuline. Donc, c'est quoi le lien? Puis comment on devrait approcher, pardon, l'activité physique pour nous aider justement dans la prévention du diabète? Premièrement, plus on a de masse musculaire, plus on va clairer du sang plus de molécules de glucose. Fait que c'est qui les Mhm. gros consommateurs de molécules de glucose dans notre corps? C'est les muscles. Ouais. On pense tout, ah, ben c'est le cerveau, hein, ça a l'air que le cerveau, c'est très énergivore. Oui, mais c'est pas le plus énergivore. Ceux qui ont besoin de beaucoup d'énergie, c'est vraiment les muscles. Donc déjà, si on a une très petite masse musculaire, on est sarcopénique, hein, il reste plus de muscle sur notre squelette, puis on a une très faible densité osseuse, mais ils vont aller où les molécules de glucose qu'on consomme? Ils ont comme nulle part où aller. Donc, avec l'action de l'insuline, ben, ça va être converti en triglycérides, ça va être stocké dans les graisses, ça va être stocké aussi dans les organes. Puis attention, on peut être une personne très mince et Mhm. avoir des gros problèmes métaboliques parce que si vous n'avez pas la capacité physiologique de grossir, je pense par exemple aux gens qui sont issus du sud-est asiatique, par exemple. Ce sont des gens qui en général ont tendance à rester minces, peut-être une petite bédaine, là, mais qui vont pas faire l'émission Ma vie à 600 livres. Génétiquement, ils n'ont pas assez d'adipocytes en sous-cutané pour devenir vraiment gros, tandis qu'il y en a d'autres parmi nous qu'on a cette capacité à l'infini. Si on ne fait pas attention, on peut très bien prendre des dizaines, même des centaines de livres. Donc, c'est pas parce qu'on est mince que tout va bien, mais Mhm. en particulier, on peut être très mince et
parce qu'on n'a pas de belle masse musculaire, ben tout ce sucre-là, il n'y a nulle part où aller. Il est converti en gras parce qu'on n'a pas beaucoup d'adipocytes en dessous de la peau, en sous-cutané. Ben, le corps, il stocke ça tout de suite dans les organes, dans le foie, dans le pancréas, autour du cœur, à l'intérieur. Donc, ça cause de graves problèmes métaboliques. Puis, visuellement, on ne le sait pas parce que la personne est relativement mince. Ça nous prend une grosse masse musculaire, la plus grosse possible, que vous êtes capable d'aller chercher. Puis, c'est plus tough qu'on pense. Surtout une femme, Oui. c'est tough en temps de mettre de la masse musculaire sur ce squelette-là. Là. Moi, je m'entraîne 3 fois par semaine depuis des années, puis crème, j'ai pas les triceps que je voudrais avoir encore, tu sais. Ouais. Fait Puis que, tu te réveilles pas y a... le lendemain bulky puis très musclé, là, comme. Fait que le Non! mythe de j'ai peur de lever des poids puis des charges pour devenir trop musclé, tu vas le Et voir bah, arriver, puis c'est très, très difficile, là, tu sais, de c'est difficile. Ah, d'éviter de c'est le encore rappeler. pire à la périménopause, ménopause, parce que chez la femme, la testostérone pour la majorité des femmes, mais pas toutes, mais pour la majorité des femmes, la testostérone, là, elle s'en va en Floride, prendre sa retraite, vous la reverrez plus jamais, là. Mm. La testo participe, entre autres, à la santé musculaire et osseuse Ouais. chez la femme, l'estradiol aussi d'ailleurs. Donc, ça prend une grosse masse musculaire, point. Mettons qu'on ne Mm. l'a pas, ben, il est jamais trop tard. Il y a des belles études qui nous ont démontré la masse musculaire, elle répond. Si on Ouais. l'entraîne comme il faut, on lui donne les bons stimuli, on lui donne les bons matériaux de construction, on lui donne les bons signaux, les bonnes hormones, le bon sommeil, la bonne gestion du cortisol, les muscles, ils répondent. Mhm. Fait que la peau, elle revient pas. La peau, elle se ride avec les années, puis ça, c'est ça qui est ça. Mais les muscles, eux autres, ils peuvent répondre. Fait que ça, c'est fantastique, il est jamais trop tard. Bon, fait que si on n'a pas une grosse masse musculaire ou on en a une, ben quoi d'autre? Ben comme tu l'as dit, utiliser sa masse musculaire, en particulier tout de suite après les repas. Pas je fais la vaisselle, je regarde une émission, puis après ça, je vais aller marcher avec mon chum. Ça, c'est trop tard. Ce qu'on veut, Mm. c'est tout de suite Tout après le après. repas, on utilise nos gros muscles. Là, ça, c'est la twist métabolique vraiment intéressante. Si on utilise nos muscles tout de suite après un repas, dans une zone 2 approximative. C'est-à-dire, on s'en va pas faire du CrossFit ou du sprint ou quelque chose qui est très, très exigeant. On s'en va dans un mouvement qui nous permet d'avoir une conversation. La conversation n'est pas nécessairement facile et agréable, mais on est capable de faire des phrases complètes. Par opposition à être juste capable de dire 2, 3 mots parce qu'on est tellement haletant, là, tu sais, tellement Mhm. essoufflé. Fait que si on est dans une zone 2 tout de suite après le repas, on a beaucoup moins besoin de l'aide de l'insuline pour faire rentrer les molécules de glucose dans les gros muscles. Et donc, on envoie beaucoup moins le signal stock des graisses, stock des graisses, stock des graisses. Parce que l'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Quand Mhm. elle est là, on ne peut pas faire de brûlage de graisse. La lipolyse est inhibée. Et donc, ça, c'est un truc le fun. Vous venez de manger, vous êtes au bureau, il pleut dehors, il y a de la grêle, il y a de la neige, je ne peux pas sortir. Ben, faites 40 squats dans les airs au-dessus de votre chaise. Ça va activer tous les muscles de vos membres inférieurs. Puis ça va diminuer les besoins en insuline et donc, ça va diminuer le message stock des graisses, mais ça va aussi aider à diminuer la résistance à l'insuline, l'hyperinsulinémie, si ça s'est déjà installé chez vous. Mhm. Donc, utiliser sa masse musculaire tout de suite après les repas, c'est un excellent truc. C'est à la portée de tout le monde. Vous avez mal aux genoux, mal aux hanches, Ben, il y a toutes sortes d'autres versions possibles. Faites des push-ups sur les murs, par exemple. Allez marcher, faites le tour des cubicules, allez dire bonjour à tout le monde, montez les marches. Si au travail, il y a des escaliers, montez les marches, redescendez-les. Pas trop vite, on ne veut pas être hyper essoufflé, on va être en zone 2. Il y a Mhm. toujours moyen de s'activer, même quand c'est compliqué puis qu'on est limité. Absolument. Euh, oui, puis bien sûr, il faut aussi bouger en général, pas juste postprandial, pas juste après les repas. Il faut se garder actif en général. Quand on est actif, mine de rien, ça aide à équilibrer les hormones de faim et de satiété. Ça aide à gérer le stress, le cortisol, ça aide à mieux dormir. Et tous ces comportements-là ont un impact sur notre consommation de nourriture, nos choix d'aliments, quelle quantité on mange, quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on choisit de manger. Plus on est stressé, plus c'est difficile de faire des bons choix, n'est-ce pas? Mhm. Plus on n'a pas assez dormi ou on a mal dormi parce qu'on fait de l'apnée du sommeil puis on s'en rend pas compte ou on a un bébé qui dort avec nous, qui nous dérange, qui nous botte dans les enfants, ça bouge. La nuit, c'est pas nos meilleures nuits de sommeil. Euh, plus donc notre sommeil est affecté en durée et en qualité, plus on va se battre toute la journée mentalement.
Et plus on va être déjà un petit peu en résistance à l'insuline le matin. Donc, une mauvaise nuit égale davantage de résistance à l'insuline dont personne n'a besoin, tu sais. Absolument. Fait que l'exercice aide avec tout ça, aide à Mm. gérer notre stress, aide à gérer notre sommeil, aide à nous permettre de faire des meilleurs choix alimentaires. Ouais. L'exercice, par contre, pour la perte de poids, c'est plutôt nul. Faites-le pas Yay! Je suis avec tellement un... contente que tu dises ça. Mais c'est Je suis tellement vrai. kinésiologue et je dis ça tout le temps, puis les gens sont comme, ben là, je m'entraîne pour brûler des calories puis maigrir. Oui, Ouais, non. faites pas ça parce que vous allez être déçus, vous allez arrêter. On va se mettre des attentes réalistes. On fait pas de l'exercice dans le but de brûler des calories puis que demain, ça apparaisse sur la balance. Oh, yeah, j'ai perdu 0,5 livres. C'est vrai, je me suis entraînée 5 heures aujourd'hui. Non, non, c'est pas de même que ça marche. L'exercice, là, c'est pour augmenter la masse musculaire, c'est pour augmenter la densité Mhm. osseuse, c'est pour augmenter votre métabolisme basal, c'est pour investir dans vos réels, c'est pour mieux dormir, c'est pour mieux gérer vos émotions, c'est pour mieux gérer votre stress, votre cortisol. C'est votre investissement qui sera zéro payant à court terme. Il faut investir. Ouais. La perte du gras, c'est dans la cuisine que ça se passe. Prendre du muscle, c'est pas dans la cuisine que ça se passe. C'est pas parce qu'on se bourre de protéines puis de shake de whey qu'on va soudainement être plein de muscles puis être bof. C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Mhm. Fait Ah, que les j'adore ça. muscles, avec le kinésiologue, la graisse dans la cuisine ou Yes, sortir de la yes, yes. cuisine avec le jeûne. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. J'adore ça. Je vois le temps qu'avance, j'ai un million d'autres questions à te poser. Peut-être qu'on peut finir sur c'est quoi les tests, c'est quoi les chiffres. Il y en a qui reviennent de leur médecin puis sont comme ah, je suis pas encore diabétique, fait que mon médecin il a dit que tout était correct, mais on se rend compte que tu sais les chiffres peut-être du taux de glucose, du taux de sucre, c'est bien à la mode aussi d'avoir des moniteurs qui calculent ton taux de sucre sanguin à travers la journée. Comment est-ce qu'on peut se retrouver là-dedans puis quand est-ce qu'il est trop tard? Il est jamais trop tard, mais quand est-ce que déjà là, on devrait avoir un petit red flag, un petit drapeau rouge, même si on se fait dire qu'on n'est pas encore dans nos chiffres de diabète, on est peut-être dans du prédiabète. Bref, tu peux-tu nous décortiquer tout ça là, pour c'est ça, les gens qui veulent peut-être se faire leur prise de sang ou acheter un moniteur de glucose, ça vaut-tu la peine? Comment je fais pour savoir que mon diabète, il est loin ou il est proche, là, tu sais? J'adore tes questions parce que ça implique qu'on a plus de contrôle sur notre santé métabolique qu'on le pense. En fait, hein, traditionnellement, on allait voir le médecin faisait des prises de sang, puis il nous disait, ah, tout est beau. C'est ça. OK, fin de l'histoire. Et traditionnellement, je dirais, en Amérique du Nord, on a tendance à voir les résultats de prise de sang comme étant des choses binaires. C'est beau ou c'est pathologique. Il y a comme pas Mm. d'intermédiaire entre les deux, alors que la santé humaine, elle est sur un continuum. Donc, personne ne devient prédiabétique ou diabétique du jour au lendemain, comme hier, ça allait bien, puis un matin, whoop, j'ai franchi le seuil C'est ça, aujourd'hui, tout puis là, d'un je suis coup. prédiabétique. Exactement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, Mm. le prédiabète et le diabète, c'est un continuum qui s'installe sur souvent plusieurs années, voire plusieurs décennies. Quoique Mm. ça s'accélère, hein, il y a de plus en plus d'adolescents et de Ouais. jeunes adultes qui le développent, mais tout de même, c'est un continuum. Donc, une glycémie à jeun, par exemple, ou la moyenne du taux de sucre dans le sang des 3 derniers mois, une HbA1c, une hémoglobine glyquée, ce sont deux marqueurs intéressants. La glycémie à jeun et la moyenne du taux de sucre dans le sang des 3 derniers mois que vous allez retrouver sur vos propres bilans comme étant HbA1c. C'est très indicateur. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, tout le monde devrait activer son carnet de santé du gouvernement du Québec. Le carnet de santé, ça vous permet d'aller voir toutes les prises de sang que vous faites et toutes les imageries que vous faites. Un rayon X de l'épaule, un scan abdominal, une prise de sang métabolique ou autre, ou de la thyroïde. Activez votre carnet, allez voir vous-même vos résultats, puis apprenez à les interpréter. Puis là, je vais vous dire comment faire, mais apprenez vous-même à les interpréter parce que en médecine moderne, on est beaucoup dans le binaire. On a été formé à reconnaître les maladies et à les traiter. On n'a Mhm. pas été formé à reconnaître la maladie en installation, C'est mais ça. qui n'est pas encore officiellement la maladie. Donc, tout l'aspect préventif, ça fait pas partie de la médecine moderne. La médecine moderne, elle est excellente à diagnostiquer et ensuite offrir des médicaments ou des chirurgies, mais elle est moins bonne à dire, attention, ton taux de sucre dans le sang est en train d'augmenter. Tu n'es pas encore prédiabétique, mais si tu ne changes rien, ça pourrait arriver dans les prochaines années. Veux-tu qu'on en parle?
Et alors que le taux de sucre dans le sang, ben effectivement, il augmente avec les années. Donc, activez votre carnet de santé, tout le monde, et apprenez à interpréter vos bilans. Là, on va faire juste le sucre puis l'insuline, OK? La plupart des médecins de famille ne dosent pas l'insuline, mais c'est en train de changer. Vous pouvez peut-être le demander, vous pouvez peut-être avoir cette conversation avec votre médecin si votre médecin aime la prévention, est ouvert, etc. D'ailleurs, Claudia, ma collègue Sophie Rolland et moi, on vient de donner une présentation devant à peu près 700 médecins de famille à la FMOQ et on leur a montré comment doser l'insuline à jeun et pourquoi la doser, comment l'interpréter, quoi faire avec ça. Et notre présentation a été retenue pour faire partie de la collection permanente de la formation continue des médecins de famille. Donc, Wow. j'espère que ça va changer Hmm. les choses et que l'insulinémie va être dosée chez les patients. Si votre insuline a été dosée, en bas de 40, c'est un beau B+ sur votre bulletin. En bas de 20, A++, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Pour la glycémie, autant à jeun que la moyenne, la HbA1c, on veut être en bas de 5,6. OK. 5,6, c'est le seuil en médecine métabolique, c'est le seuil à partir duquel on considère qu'il y a un problème. Maintenant, vous pouvez avoir une glycémie à jeun qui est élevée avec une moyenne qui est normale. La HbA1c, c'est une moyenne. Fait qu'on peut penser que si la moyenne est belle, il doit avoir des gros pics, des gros creux, des Hmm. gros pics. Ça, c'est dur à vivre. Des pics, des creux, des pics, des creux, là, ça peut donner tout le temps faim, ça peut donner de l'anxiété, ça peut donner de l'irritabilité. On n'est pas bien quand on est en grosse montagne russe. On aurait tout intérêt à stabiliser notre glycémie en mangeant moins de glucides, moins de sucre, moins de produits transformés, plus de viande, plus de protéines et plus de bons gras, moins de collations aussi. Hein. On pense que manger des collations, ça stabilise la glycémie. Bien, pas toujours. Des fois, ça Mhm. fait juste continuer le swing de montagne russe. Ouais. Euh, donc, on va être en bas de 5,6. Et si la moyenne est belle, mais que la glycémie à jeun est élevée, on peut penser mauvais sommeil. Faites-vous faire un dépistage d'apnée du sommeil si il n'y a pas une cause évidente comme un enfant ou un chiot Mhm. ou quelque chose qui vous dérange, là. Faites-vous faire un dépistage d'apnée du sommeil parce que jusqu'à preuve du contraire, si vous vous levez avec une glycémie très haute, mais une moyenne qui est belle, il se passe de quoi la nuit? Il se Mhm. passe de quoi la nuit? Ouais, Si ouais. c'est le contraire, la glycémie à jeun est vraiment basse, mais la moyenne n'est pas bonne, ben c'est que on est ailleurs dans l'interprétation, mais que c'est dans la journée qu'il y a des gros swings. Puis le soir, ça se calme, la nuit, ça se calme, puis le matin. Fait qu'on est moins avancé sur le continuum de la résistance à l'insuline quand on a ça. Mais bref, très simple, glycémie en bas de 5,6, que ce soit Mhm. à jeun ou la moyenne du taux de sucre. Maintenant, si vous avez ni accès à la glycémie ni accès à l'insulinémie, ben munissez-vous d'un capteur. Si vous allez sur le site de Abbott, puis vous fouillez un peu, tout le monde a droit à un capteur gratuit une fois. Allez vous chercher ça, commandez-vous ça, installez-le, portez-le. Là, si vous n'êtes pas diabétique, allez dans les paramètres, les réglages de votre capteur. Ça, c'est sur le téléphone. Dans le fond, il y a une application intelligente qu'on télécharge sur le téléphone et qu'on peut utiliser sur le web aussi dans votre téléphone, dans les réglages de l'application de Freestyle, changez les réglages pour baisser le plus bas possible. C'est 3,9 le plus bas possible. Puis OK. mettez-vous le maximum à 5,6. Ça, c'est votre plage optimale de santé métabolique. Fait que, au repas, c'est normal de sortir un peu, mais il faut rentrer rapidement. Fait que si on sort beaucoup, beaucoup, 9, 10, 11, 14, 20, ça c'est beaucoup. Si on Mhm. reste longtemps sorti, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou ça prend toute la journée avant de revenir dans notre zone, il y a un grave problème. Il y OK. a un prédiabète ou une grave résistance à l'insuline jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on utilise le capteur comme professeur qui va nous dire, moi, Mhm. mon métabolisme à moi, comment fonctionne-t-il? Est-ce que moi, je tolère l'avoine le matin? C'est Est-ce que moi, ça. je tolère de manger des patates avec mon steak? Est-ce que moi, je tolère une pomme l'après-midi? Là, ça va vous dire, vous, comment qui réagit votre métabolisme. Fait que ça, c'est super, super, super utile. Moi, j'ai plein de patients qui me disent, j'ai commandé le capteur, je l'ai porté, j'ai testé des affaires, j'ai compris comment moi je fonctionne, puis depuis ce temps-là, ma glycémie est belle et parfaite. On refait des prises de sang. Crème, ils étaient prédiabétiques, ils ne le sont plus pantoute. Je leur dis, vous avez fait quoi? Ils ont dit, ben, j'ai écouté mon capteur. J'ai Wow. mangé pour rester dans une zone. Puis ce qu'on veut, c'est une ligne plate.
des petites collines. On veut pas des pics pointus, des creux pointus. On ne veut pas ça avec un capteur. Commandez-vous votre capteur gratuit, puis apprenez de votre capteur. Ça pourrait complètement changer votre vie puis votre futur. Wow. Merci, merci, merci. Je sens que c'est le genre de conversation qu'on va réécouter une deuxième, troisième, quatrième fois, qu'on va prendre des notes, qu'on va faire nos devoirs. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci, Evelyne. On pourrait jaser. Je pourrais poser des questions pendant plusieurs heures, mais je vais respecter ton temps. Parle-nous rapidement, justement, de Reversa, qui est votre programme. Je vais aussi mettre le lien dans la description du podcast. Les gens pourront aller lire tout ça. Mais c'est entre autres ce qu'on a parlé aujourd'hui, aider les gens avec leur santé métabolique, renverser le diabète, obésité, tout ça. Donc, rapidement, là, parle-nous un petit peu de la mission de ce programme-là. Oui, ben le programme Reversa, en fait, c'est la version 2.0 de l'ancienne clinique Reversa que j'avais fondée en 2017. La mission de ce programme, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes de surpoids, obésité, prédiabète, syndrome métabolique, diabète de type 2, mais aussi tu sais, fibromyalgie, Hmm, douleurs chroniques, fatigue chronique, syndrome des ovaires polykystiques, parce que les ovaires polykystiques, c'est le diabète des ovaires, là, carrément. c'est ça. Fait que c'est la même méthode. Les gens qui se trouvent moins en forme ou les gens qui veulent investir, hein, les gens qui savent qu'ils sont à la croisée des chemins puis qui choisissent le chemin de la santé, mais ils savent pas trop comment s'y prendre. Ou on a aussi des gens qui sont en super santé, mais qui veulent optimiser. Tout le monde est bienvenu. Si vous OK. pensez que c'est un bon fit, vous êtes bienvenu. On va pas dire, ah ben non, ben vous, votre condition, T'as pas de diabète encore, fait qu'on ne veut pas. non, au contraire, on aime C'est beaucoup ça. la prévention. C'est sûr Yes. qu'il y a des maladies qu'on n'adresse pas. Tu sais, si vous avez le cancer, par exemple, ou vous avez des graves maladies auto-immunes, ça, c'est pas du ressort de Reversa. On est vraiment dans les habitudes de vie qui affectent comment on se sent puis notre santé. Ben, c'est ça qu'on travaille. Fait qu'on est une équipe multidisciplinaire. On est 3 médecins de famille, Dr Catherine Bouchard, Dr Anne-Isabelle Dionne et moi-même. On a une grosse équipe multidisciplinaire. On a une kinésiologue, une pharmacienne, une psychologue, une travailleuse sociale, une infirmière auxiliaire, une adjointe administrative. Toute notre gang ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on vous accompagne pendant 9 mois. Avant, c'était 6 mois, puis on trouvait que c'était Ouais. pas assez pour vraiment avoir bien mis en place tous les changements, tout ça. Fait qu'on l'a rallongé 9 mois. Et là, il y a des coachings en nutrition. Ah, j'ai oublié de nommer, c'est la coach en nutrition qui est le cœur du programme. Mhm. Donc, il y a des coachings en nutrition. Il y a des rencontres de groupe avec la travailleuse sociale pour discuter d'enjeux comme la résistance au changement, l'auto-sabotage, les obstacles de la vie qui font que des fois, on décroche parce que c'est le psychologique qui nous joue, tu sais, dans la tête, là, Tellement. visiblement. Ouais. En fait, on a un volet nourriture, alimentation et non-alimentation jeûne. Ensuite, on intègre un volet mouvement. Fait qu'on continue avec la bonne alimentation, la réduction thérapeutique des glucides. Puis ça, c'est pas nécessairement cétogène, ça dépend des besoins et des capacités des gens. Fait qu'on est plus dans le méditerranéen métabolique, 100 grammes et moins par jour. Et donc, les 3 premiers mois, on maîtrise l'alimentation puis la non-alimentation. Puis là, on continue avec ça, mais là, on intègre le mouvement, la zone 2, le VO2 max, la musculation, tout ça. Chacun à son rythme. On est associé avec la plateforme Pilates Plus qui a 600 vidéos d'entraînement avec toutes sortes de programmes différents. Donc, il y en a pour tous les goûts, toutes les capacités, tous les niveaux. Ça prend Hmm. à peu près pas d'équipement. Donc, c'est accessible vraiment à tout le monde. Même à mobilité très, très réduite, ça va fonctionner. Puis, le troisième volet, c'est vraiment la pleine conscience, la méditation, la respiration, la gestion du stress, gérer le stress autrement qu'avec la nourriture et intégrer ça dans notre vie pour optimiser tout ce que le cortisol, l'hormone du stress, peut Mhm. affecter dans un corps humain. Fait que pendant 9 mois, on est toute l'équipe multidisciplinaire à accompagner les gens là-dedans. Il y a une rencontre médicale avec des prises de sang et de l'imagerie médicale au début du programme et il y en a une deuxième à la fin pour qu'on puisse voir quels ont été les progrès qui ont été faits. Ah, il y a aussi une analyse de la composition corporelle qui est faite. On utilise la machine InBody pour voir justement est-ce que la masse musculaire est suffisante? On fait une Hmm. ostéodensitométrie pour voir est-ce que la densité osseuse est suffisante. Fait qu'on regarde tout ça, puis on travaille tout ça en équipe, ensemble. On a notre propre application. On a aussi, on donne accès à l'application Chronometer version Gold. Donc, les gens qui veulent peuvent rentrer leurs macronutriments, puis on peut les suivre à distance. Et on a un groupe privé Facebook dans lequel toute la gang anime, là, on répond aux questions, les gens s'entraident, il y a
comme une communauté qui s'installe. Mhm. Parce qu'on va se Wow. le dire, changer ses habitudes de vie, même quand le cerveau est d'accord, ça veut pas dire que c'est facile. Exact. Ça fait du bien d'avoir l'aide d'une communauté comme ça. On fonctionne par cohorte. Il y a une cohorte de 15 personnes maximum par mois, tous les mois, sauf l'été. Les gens, ils n'ont pas la tête à ça. Fait que juillet, Mhm. août, il n'y en a pas. Mais sinon, on s'inscrit directement sur le site web www.programmereversa.ca. On s'inscrit et par cohorte, quand la cohorte est pleine, ben, il y a la cohorte suivante, les inscriptions s'ouvrent. Et c'est ça, ça donne déjà des bons résultats. Notre première cohorte a ouvert ses portes le 20 février et il y a déjà plusieurs patients qui ont des prescrits, ils n'ont plus de médicaments pour le diabète Wow. ou ils en ont moins, on a baissé les doses. À peu près tout le monde a perdu du poids, à peu près tout le monde se sent tellement mieux, va mieux, plus d'énergie, clarté mentale. C'est hyper motivant. Puis la raison pour laquelle on fait toute cette équipe-là, pour la raison pour laquelle on fait Reversa, je vais être honnête avec toi puis avec tes auditeurs, c'est zéro payant. C'est zéro payant. C'est vraiment du trouble, c'est vraiment du temps. C'est fou le temps qu'on y met. Mais crime en termes de faire de la belle médecine, puis de C'est voir ça. des beaux résultats, puis de voir des gens qui vont mieux, c'est inégalable. Je Hmm. te jure, c'est mon bonheur, moi, de voir des gens qui vont mieux. C'est le tien, c'est sûr, sinon tu ne ferais pas ce que tu fais là. Mais des gens qui, avec les bonnes clés, les bons outils, vont de mieux en mieux, de mieux en mieux, puis on peut enlever les médicaments. C'est extraordinaire. Moi, ça fait ma semaine, là, à chaque fois. Mhm. Je trouve ça fantastique. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça. Donc voilà, Reversa, Wow. si ça vous intéresse, ben, bienvenue à tout le monde. Si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, il faut être motivé. Fait que achetez pas ça à votre conjoint qui est pas Qui rendu veut là. pas, c'est ça? C'est ça, s'il n'est pas rendu là, on peut pas vouloir pour les autres. Ouais, Mais c'est voilà, magnifique. c'est notre programme Chouchou, c'est notre programme de cœur et de passion. Mhm. Et on est très heureuse d'avoir pu lancer ça en 2026. Oui, ben ça s'entend. La passion est là, l'expertise est là. J'adore. Evelyne, je vais tout mettre ça encore une fois dans l'édition du podcast. Merci, merci, merci pour ton temps, tes partages aujourd'hui. Merci pour ta présence sur le podcast. La dernière question que je pose à toutes mes invités, est-ce que tu as une citation, un mantra préféré ou que tu te répètes ou que tu aimes partager, que tu aimerais ben ouais, nous partager pour finir la conversation d'aujourd'hui? Oh, tu me prends de court un peu, là, mais je vais dire, choisir sa santé, c'est le meilleur choix qui soit. J'adore. Merci, Evelyne. C'est moi qui te remercie.